essayer de comprendre comment ça fonctionne, tout ça. La docteure Stéphanie Bordua-Pagé est avec nous, psychiatre, chef du service psychiatrique légal à l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous comment on traite ce genre de personnes-là, ce genre de situation-là, où on a une psychose, on sent que quelqu'un est complètement sorti de la réalité. Comment on la ramène, puis comment on peut éviter qu'il y ait d'autres dangers? Mais bien évidemment, premièrement, ce qu'on souhaiterait, c'est d'être capable de traiter ces gens-là avant qu'ils ne commettent l'irréparable ou qu'ils commettent des délits. C'est toujours ce qu'on voudrait faire. Dans un cas comme Madame, puis je t'apprécie que je ne l'ai pas rencontrée, mais habituellement, nous ici à l'Institut, on soigne quand même beaucoup de gens qui, comme cette dame, ont été reconnus non criminellement responsables. Ces gens-là tombent ensuite sous la juridiction d'un tribunal spécialisé qu'on appelle la Commission d'examen des troubles mentaux. L'objectif, c'est vraiment de déterminer si oui, en effet, Madame représente toujours un risque important pour la sécurité du public. Puis si elle représente un risque, c'est de déterminer quels sont les moyens d'encadrer ce risque-là pour permettre la réinsertion. Donc, le facteur prépondérant, ce qu'on regarde en premier, c'est vraiment de s'assurer la protection du public. Puis ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'on doit faire comme plan de traitement. C'est quoi les traitements, justement? C'est juste dans le concret. Puis il y en a qui voient la psychiatrie, ils vont être assis devant la personne, on jase, on discute, on a des questions. Est-ce qu'il y a des médicaments? Est-ce qu'il y a des exercices? Est-ce que c'est comme la physio du cerveau? Comment ça fonctionne? Mais en fait, en psychiatrie, on travaille beaucoup en interdisciplinarité. Donc, on va travailler vraiment, donc oui, le psychiatre, mais on a aussi les infirmières, des éducateurs qui vont permettre aussi des accompagnements dans la communauté. On va avoir souvent des ergothérapeutes, des criminologues aussi qui peuvent travailler avec nous. Donc, on a vraiment une approche qu'on appelle biopsychosociale. Donc, bien évidemment que quand quelqu'un souffre d'un trouble mental grave, par exemple un trouble schizoaffectif, comme on a parlé pour cette dame-là, on va avoir besoin d'un traitement pharmacologique. C'est inévitable pour s'assurer de, premièrement, traiter l'épisode aigu, mais aussi pour prévenir des retours futurs. Donc ça, c'est sûr que c'est la pierre angulaire du traitement, mais après ça, on doit aussi amener d'autres dimensions au traitement parce que chaque personne qui va être atteinte d'un trouble mental est unique, a une histoire de vie, a des facteurs de risque qui pourraient la prédisposer à avoir des rechutes. Donc, il faut vraiment avoir une approche plus globale de la personne. Oui. Puis est-ce qu'il y a un bon suivi qui est fait? Parce que là, maintenant, je me dis, à Pinel, ça a l'air quand même assez bien encadré. Même pour sortir dans la cour, il va falloir qu'il y ait un autre psychiatre qui juge que c'est correct et qu'il n'y a pas de danger. Là, une fois sorti, par exemple, il y a des médicaments qui sont donnés. On disait que la dame fumait beaucoup de pot. Des psychiatres, à un moment donné, je vais bien, les médicaments commencent à faire effet, je vais bien, j'en ai plus de problème, je vais arrêter de les prendre, je vais recommencer à fumer du pot. Et puis là, la psychose peut vite revenir. Est-ce qu'on les suit comme il faut, ces gens-là, une fois qu'on les libère? Bien, j'ose espérer que oui. Puis la commission d'examen qui encadre le suivi des personnes accusées qui ont été reconnues non criminellement responsables vient justement aussi s'assurer que des traitements adéquats puis un niveau de surveillance suffisant pour encadrer le risque. Donc, c'est sûr qu'on veut permettre la réintégration dans la communauté des personnes qui ont été reconnues non criminellement responsables. Puis, généralement, on va y aller avec, on appelle ça d'une approche étapiste. Donc, on va y aller vraiment en étapes. Okay. Donc, on ne dira pas d'être en détention sans aucune sortie seule dans la communauté à, par exemple, aller vivre de façon autonome en appartement avec des suivis dans une clinique externe aux 3 mois. Donc, on y va vraiment très graduellement, progressivement pour à chaque fois être capable de mesurer est-ce que la personne maintient une stabilité dans son état mental. Est-ce que madame est capable de rester abstinente de substances, par exemple, parce que c'est clair que la consommation de substances pour toute personne avec trouble mental peut amener quand même un risque augmenté de resurgence de symptômes. Donc, c'est quelque chose qu'on fait vraiment de façon continue et très progressive. OK. Hier, on avait la discussion sur enlever les critères dans la loi qui sont trop restrictifs là, sur l'histoire d'un danger immédiat, justement pour être en mesure de soit d'intervenir en amont ou lorsqu'on a des enjeux, de se dire bien, ça peut être un danger immédiat, mais ça se peut être que ce soit un danger pour la personne aussi qui souffre de ces troubles-là. Et là, on se dit comment on fait en amont? T'sais, comment on ferait, par exemple, Pierre-Ny Saint-Amand, il n'y avait pas un historique de psychose. On parle aussi de cet attentat sur un père juif où finalement on pensait que c'était antisémite. Finalement, c'est peut-être une psychose derrière ça. Comment on fait en amont pour détecter ces signes-là?
Je pense que c'est important de parler du filet social puis du rôle que chaque individu peut avoir justement pour lever le drapeau quand ça va pas bien. J'ai entendu mon collègue hier, Dr. Dusso-Laurando, sous vos ongles, qui parlait de justement donner plus de place à la famille, permettre que ces gens-là, on n'attende pas que le risque se matérialise, qu'il soit trop tard en quelque sorte, mais qu'on puisse agir vraiment en prévention. Je pense qu'il y a des ressources qui existent, des centres de crise, des urgences, des psychiatres, psychiatriques, des CLSC. Il y a beaucoup d'organismes, de ressources qui existent. Je pense qu'il faut que les gens, la communauté aussi interviennent. Malheureusement, c'est vrai que nos lois actuellement nous freinent un peu dans l'offre de soins qu'on peut donner pour les gens qui sont réfractaires. Il faut voir qu'avec la psychose, souvent, les personnes qui en souffrent ne sont pas capables de reconnaître qu'ils ne vont pas bien. Donc, c'est assez difficile d'accepter d'avoir des soins quand on pense que tout va bien et qu'on n'a pas de maladie. C'est dans ces contextes-là qu'on aimerait que la loi nous permette un peu plus d'intervenir pour ramener un état de santé chez des gens qui sont malades. Oui. Puis, c'est quoi les signes avant? Puis je sais qu'il n'y a pas un cas qui est pareil, là, mais est-ce qu'il y a des signes qu'on peut identifier nous-mêmes ou qu'on peut identifier chez un proche en se disant, au-delà de OK, ça va pas bien, là, parce qu'on est vraiment dans un enjeu de psychose, on est vraiment dans un enjeu où il y a un danger réel qui pourrait survenir. Qu'est-ce qu'on surveille ou à quoi on doit être attentif si on se dit, il se passe quelque chose de différent, là? Bien, c'est assez rare, je vous dirais, que quelqu'un du jour au lendemain va penser que tout va bien, c'est normal, il y a un état de psychose très avancé. Donc, effectivement, vous avez raison, souvent, il va y avoir des signes précurseurs qu'on appelle des petits signes qu'il faut être à l'affût et vigilant. Souvent, ça peut être que, on remarque certains changements au niveau du comportement, de l'humeur. Les gens, on dirait qu'ils sont un petit peu plus à prendre avec des pincettes, se fâchent plus facilement, le sommeil devient un peu plus perturbé, peut avoir des conflits avec l'entourage, avec les collègues de travail. La personne, des fois, peut essayer de s'auto-traiter en augmentant sa consommation de substances. Donc, ça peut venir avec beaucoup d'anxiété. Donc, les gens peuvent dire, je vais fumer un peu de pot, ça m'aide à me calmer dans ce moment-là, mais là, on tombe un peu dans l'engrenage. Donc, il y a plusieurs signes. Des fois, les gens peuvent se mettre à avoir un discours un petit peu plus qu'on dit parano, donc commencer à avoir l'air un peu plus méfiant, se douter que des gens pourraient être plutôt malveillants envers eux. Donc, je pense que quand il y a des signes comme ça, il faut les écouter puis offrir de l'aide aux gens pour qu'ils puissent avoir accès à des soins. Puis vous l'avez dit, il y a l'aspect légal, puis il y a l'aspect aussi, est-ce qu'on a les ressources pour aider? Là, il va falloir aussi bonifier ça si on veut avoir un filet social qui se tient puis éviter qu'on tombe dans des trous puis qu'on voit ce que ça donne avec certains cas. Les plus extrêmes, d'accord, mais il y en a plein qui auraient besoin de cette aide-là. Merci d'avoir été là, Mme Bordua-Pagé. Au plaisir. À très bientôt. Au revoir.